Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sortie du chapeau, le podcast qui vous parle de création artistique. Je suis Alice. Et je suis Merlina. L'idée de ce podcast est venue de l'envie de parler d'art, de création et des différences ou similitudes entre l'écriture et le dessin. Je suis Alice, artiste, dessinatrice et illustratrice depuis 2022. J'ai fait des études d'art appliqué, d'art plastique et d'enseignement. Je travaille comme enseignante d'art plastique en collège et je développe en parallèle ma pratique artistique professionnelle. Et je suis Merlina, j'ai 30 ans, je suis artiste-autrice depuis 2023. J'ai étudié les langues, j'ai travaillé quelques années dans le travail social avant d'arrêter. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle écrivain fantôme ou écrivain de substitution. Et donc pour notre deuxième épisode, aujourd'hui on voudrait parler de vocation. Donc on a commencé à parler des origines dans l'épisode 1. L'idée c'était de faire la suite logique et donc de parler de comment est-ce que la vocation guide un peu notre parcours et amène vers une pratique professionnelle. Et donc peut-être tout d'abord pour faire le lien avec le premier épisode, on avait parlé un petit peu de notre parcours particulièrement dans l'enfance, et on avait évoqué très rapidement le collège, le lycée. Dans l'idée aujourd'hui, c'est quelle a été l'influence de notre appétence pour l'écriture et le dessin dans les études. Et puis ensuite, on parlera de l'importance de la famille dans nos choix, des rencontres qui nous ont influencés, de quelle place prend la pratique avant et après la professionnalisation. Faire le lien aussi peut-être avec le don et évoquer peut-être quelques stéréotypes de la vie d'artiste. Alors d'abord, on s'était dit qu'on allait définir ce que voulait dire vocation. Le terme vocation, ça vient du latin, d'un verbe qui veut dire appeler. Et effectivement, c'est la définition principale de la vocation, c'est soit un appel vers le monde religieux, soit nous, du coup, celle qui nous avait plu, inclination, penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession, une activité ou un genre de vie. Et du coup, nous, toutes les deux, c'est vers une pratique artistique, même si c'est pas la même. Alors du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais a été l'influence de cette vocation sur ta vie à partir du moment où tu commences un peu à pouvoir choisir, justement, donc après, vers la fin du lycée, et encore que toi, ça a pu commencer plus tôt, du coup. Oui, parce que, en fait, comme j'en avais déjà un petit peu parlé, j'ai toujours voulu être illustratrice, et justement, en préparant le podcast, on s'est demandé, mais depuis quand on avait chacune cette idée de métier? Moi, je me souviens pas. Je sais que ça a toujours été dans ma tête. Je pense que ça a dû arriver parce que ma grand-mère me lisait des histoires, il y avait des images, et on m'a parlé du métier de celui ou celle qui dessine le texte. Donc ça a toujours été là. Donc dès la fin du collège, je savais que je voulais aller vers quelque chose d'artistique. J'ai fait donc un bac art appliqué, seconde, première, terminale. Et donc dans ce bac art appliqué, c'est vraiment orienté design, un peu d'artisanat d'art. Donc vraiment réfléchir sous la forme avec une démarche de projet. Je pense que ça m'a beaucoup influencée parce que je fonctionne encore comme ça. Mais j'ai pas continué dans le domaine des arts appliqués. Je suis allée vraiment après le lycée à l'université, tout simplement. À l'université, faire une licence d'art plastique. Par contre, dès le lycée, pour toi, il y avait cette option d'un métier qui utilisait ce que tu aimais faire. C'est ça. Guillemets. Dans tous les cas, je voulais qu'il y ait de la pratique artistique dans mon futur métier. Peu importe quelle forme ça prendrait, j'avais ce besoin-là de créer. Et avec le bac art appliqué, j'avais vraiment ça. J'avais la partie réflexion, pourquoi on fait ça. Ça m'a vraiment aidé à me construire sur mon esprit critique, sur réfléchir sur ses choix, pourquoi on fait ses choix, quel sens ça a au niveau technique, symbolique, signifiant, etc. Donc ça m'a vraiment aidé. Et après, la licence d'art plastique, je pense que d'être passé par le lycée, ça m'a donné des outils que mes camarades de promo n'avaient pas forcément. Et en fait, j'ai viré de bord, on va dire, pour des raisons personnelles, et puis aussi
pour la liberté qu'offrent les arts plastiques. Et aussi dans l'idée que j'avais l'impression que si je faisais par exemple ce qu'on appelait à l'époque un diplôme des métiers d'art, c'était finalement très restreint. Juste un DMA art plastique, non, un DMA illustration. Voilà, ça t'enfermait juste uniquement dans cette piste-là. C'est ça. Et il y avait quand même un peu la peur de oui, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie? Donc voilà, je suis partie vers les arts plastiques et ça m'a ouvert à plein d'autres choses. Parce qu'une des questions qu'on se posait tout à l'heure en réfléchissant au sujet de l'épisode, c'est à quel moment on réalise que artiste, ça peut être un métier, en fait. Parce que on a beaucoup de représentations de certains métiers quand on est petit, soit dans la littérature jeunesse, etc. Enfin, tous les petits savent qu'un pompier, ça existe, parce que, voilà, même dans les jouets, voilà. Mais est-ce qu'on a déjà eu un jouet écrivain ou un jouet peintre? Moi, j'ai pas le souvenir que ça existe, tu vois. Alors après, si c'est des personnages dans les histoires, mais c'est toujours des personnages un petit peu secondaires et excentriques. Oui, voilà. Ça va être la tante peintre ou alors un peu énigmatique comme personnage en fait. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que c'est pas anodin de faire ce choix-là comme métier plutôt que comme loisir. Puisque justement c'est quelque chose où il n'y a pas forcément beaucoup de représentation, il n'y a pas de filière nécessairement dans les études supérieures quand on fait l'orientation post-bac. Et puis c'est pas la première qu'on propose. Voilà, mais il n'y a pas licence écrivain ou licence... Enfin, il n'y a pas vraiment ce genre d'option-là. Donc, c'est pas forcément... Ça veut dire que c'est pas forcément des parcours linéaires, mais ça veut dire aussi que c'est là qu'on revient sur l'idée de la vocation. C'est quoi ce truc-là qui reste dans notre tête pour que ça soit toujours quelque chose auquel on revient? Je sais pas quoi répondre à ça. C'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. On parlait d'influence, du coup, qu'est-ce qui influence le choix d'études? Il y a peut-être aussi cet écart-là entre la vocation, donc ce qu'on a envie de faire, et ce qui existe, ce qu'on nous propose. Parce que tu dis, c'est pas forcément la première chose qu'on nous propose. Mais toi, du coup, par exemple, comment enfin, parce que effectivement, de mon côté, ça a été assez linéaire, on va dire, plus ou moins. Mais toi, t'es passé par plein de circonvolutions, par plein de virages. Oui, c'est pas linéaire, c'est ça. Alors moi, c'était un peu compliqué parce que justement, je voulais écrire, mais écrivain, c'est pas un métier où tu postules et t'es embauché et t'as un salaire et un employeur. C'est quelque chose où il faut se vendre, créer sa place, avoir un peu de chance aussi. Et puis c'est pas non plus un métier où il y a une formation, en tout cas pas en France. Parce que aux États-Unis, par exemple, ils ont des formations d'écriture de fiction. C'est quelque chose qui existe. D'accord, mais peut-être du coup à partir de modèles ou de choses comme ça avec un cahier des charges. Non, c'est plus des techniques. Tu vois, alors comment écrire de la science-fiction, enfin voilà. Ce qui doit être très intéressant d'ailleurs, mais bon, en France en tout cas, c'est pas. Je pense qu'on a aussi un peu le côté prétentieux en France de l'artiste, il est né artiste et voilà. Donc dans tous les cas, c'était pas une option d'étude. J'ai beaucoup cherché à rester dans quelque chose qui touchait à l'écriture, donc qui touchait au monde du livre. Pendant un moment, je voulais être correctrice. Après, comme j'aimais bien les langues vivantes aussi, je voulais être traductrice, donc j'ai fait une licence de langue. Mais c'était toujours un peu quelque chose qui était au plus proche, mais sans être exactement ça. Puisque ça n'existait pas, en fait. Et que, on parlait de ça tout à l'heure aussi, c'est pas un métier, en fait. C'est le discours qui revient très souvent. Artiste, c'est pas un métier, on va jamais gagner notre vie. Donc, de toute façon, là, l'aspect vocation, c'est qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez costaud pour aller jusqu'à créer un peu notre propre métier, justement, où en fait, comme je disais, c'est pas quelque chose où on postule dans une entreprise et on est embauché, c'est à nous de le créer. En sachant qu'on va contre la vie de la famille, des profs, etc. Justement, il y a un peu ce truc-là de... Dans le premier épisode, on disait que nos proches, nos parents, même nos enseignants, parfois, nous avaient poussés à pratiquer. Mais dès lors qu'on se pose la question d'en faire une pratique professionnelle, là, tout le monde nous fait freiner des cas de fer en disant mais tu vas pas faire ça, comment tu vas vivre, comment tu vas te nourrir, etc. Et je pense que ça a aussi beaucoup influencé nos choix d'études pour s'assurer un certain confort
Oui, un certain confort, une certaine sécurité de l'emploi, je Ouais. dirais. D'où le fait, je pense que ça crée des parcours où le côté professionnel de l'artiste intervient tard par rapport à d'autres carrières, puisque en fait, justement, comme c'est pas quelque chose qui peut dès le début rapporter de quoi vivre, on va être obligé de trouver une autre carrière qui est pas justement notre vocation, mais qui est quelque chose qui peut soutenir la vocation sur le plan financier surtout en fait. Oui, et puis même au niveau mental, je dirais, pour moi, ils font la paire. Mon métier d'enseignant et mon métier d'artiste, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux se nourrissent mutuellement. Parce que ton métier d'enseignante est lié à l'art aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que si j'étais... bon, ça n'arrivera jamais, mais si j'étais enseignante de mathématiques, j'aurais peut-être plus de difficultés à relier les deux. Mais... quoique, il y en a qui le font, donc c'est que ça doit être possible. Mais oui, c'est la discipline que j'enseigne a à voir avec ma pratique artistique. Oui, tandis que moi, le chemin professionnel que j'ai pris avant de pouvoir vivre de l'écriture, il y avait peu à voir avec ça. Il y avait un aspect créatif, mais il était très peu présent, et justement, à chaque fois, c'est ça qui m'a manqué et qui a fait que je finissais par beaucoup m'ennuyer et par être malheureuse au travail, puisque dans la carrière sociale que j'ai eue, l'aspect créatif, c'était dans la création d'ateliers, où en fait, je pouvais soit intervenir avec des publics adolescents, des personnes demandeuses d'emploi, etc., et puis les faire réfléchir sur certains sujets. Et du coup, j'ai eu la chance de travailler dans des associations où on me laissait utiliser le matériel que je voulais et donc créer des trames, créer des outils. Et ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup les utiliser aussi, mais par contre, ça a toujours été beaucoup plus fatigant que les créer, qui vient plus naturellement. Le problème, c'est que dans ces métiers-là, une fois qu'on a créé l'outil, bah, il existe, donc on va pas le recréer à chaque fois. Et ce qui fait que je m'amusais en général assez bien les quelques premiers mois sur tous ces postes, mais après c'était fini. Après c'était, dès que on rentrait dans la répétition, je rentrais dans une fatigue mentale, et je pense justement parce que cette partie créative-là avait complètement disparu. Il n'y avait plus de stimulation intellectuelle. Voilà, et c'est ça qui me nourrit, et c'est ça qui me donne envie de continuer à travailler justement. Mais comme tu disais, en fait, il y a une perception de l'artiste, alors je pense qu'il est un peu lié aussi aux médias. Je dis pas les médias dans le sens les journaux télé, quoi, mais dans les films, les livres, etc., où les personnages artistes sont représentés, bon, tout à l'heure t'as dit excentriques, mais on peut dire aussi peut-être marginaux, voire marginalisés, si c'est pas drogués, enfin qui vivent dans la pauvreté, etc. Alors ça peut être vrai, hein, dans certains cas c'est pas exclu qu'il y ait des artistes qui vivent dans la précarité, mais c'est sûr que ça incite pas à essayer de se lancer dans ces carrières-là. Et c'est vrai que ça peut inquiéter effectivement l'entourage, puisque comme on a cette conception du milieu artistique... Je pense que c'est quelque chose de très français aussi. Enfin, occidental, européen peut-être. Le mythe de l'artiste maudit, qui va être reconnu qu'au moment de la mort de l'artiste avec la vie de Bohème, qui est hérité du 19e siècle. Ouais, faut dire aussi que c'est ceux qu'on étudie à l'école, entre Baudelaire et Rimbaud, c'est vrai que c'est pas forcément des gens sereins et heureux et qui finissent bien. Même Van Gogh, quoi, enfin c'est ça, c'est les artistes qu'on étudie le plus, c'est des gens malheureux. Donc c'est vrai que si on prend le point de vue de l'entourage, des parents, etc., ça donne pas envie de voir ses enfants partir dans ce... Et même en fait, comme tu dis, c'est ce qu'on étudie. Oui. Donc ça donne finalement un peu d'espoir sur la carrière artistique qu'on peut imaginer avoir. Et d'un côté, il y a ce paradoxe-là en fait où en plus en France on met beaucoup l'emphase sur voilà la culture artistique française, etc. On étudie beaucoup l'art à l'école, que ce soit la littérature, on fait aussi des études d'image en histoire, enfin voilà. Alors même au-delà de l'art français, c'est l'art européen, enfin en tout cas... Oui, c'est vrai. Ouais, européen proche. Oui, puis il y a toute cette culture la Renaissance, des musées, etc. On fait des sorties dans les musées. Et donc un peu une sacralisation aussi des artistes. Mais en même temps, il faut surtout pas essayer de devenir artiste. Donc c'est un peu paradoxal, quoi. Et c'est vrai que ça rend ce chemin un petit peu
chaotique. Mm. Dans le sens où, voilà, il y a plein de boss sur la route. Après, il y a peut-être aussi l'idée de bah, voilà, les parents qui veulent protéger pour que voilà, leurs enfants soient en sécurité et tout ça. Mais c'est encore Oui, bien sûr. un Ouais. autre sujet. Du coup, dans ton cas, toi, comment est-ce que... Parce que tu as d'abord été enseignante d'art avant de lancer vraiment ta carrière d'artiste, mais comment est-ce que ça s'est fait la transition et avec l'entourage aussi? Alors déjà, au moment de ma licence d'art plastique, j'avais toujours cette idée de l'illustration en tête. Et en fait, en construisant mon projet professionnel, je voulais partir vers la médiation artistique parce que ce que j'aime, c'est faire des ateliers. Mm. Et j'avais fait un stage d'ailleurs de 2 mois dans un centre social et j'avais beaucoup apprécié. Mais là encore, j'ai écouté ma maman qui m'a pas forcément dissuadée, mais montré d'autres parties du métier que je pense qu'à 20 ans, effectivement, j'aurais pas été capable de le faire. Aujourd'hui, peut-être c'est différent, mais parce que j'ai l'expérience qui est venue, etc. Parce que dans la médiation culturelle, il faut répondre à des appels à projets, envisager de travailler en milieu carcéral, en milieu hospitalier. Je pense qu'effectivement, à 20 ans, j'aurais pas été prête à faire ça. Et j'ai choisi la voie toute tracée de la famille, de la fille aînée de la famille. J'ai fait comme mes parents, je suis devenue prof. En même temps, c'était un parcours qui m'était familier, qui était rassurant. Et Ça faisait un peu le pont aussi entre, bah, du coup, tu pouvais être prof d'art. c'est ça. Et il y avait l'idée d'avoir la sécurité de l'emploi, on va dire, pour après pouvoir à plus ou moins long terme donner de la place à la pratique artistique. Et est-ce que ça t'a pas manqué en enseignant l'art de pouvoir le pratiquer toi-même? Parce que j'essaye de m'imaginer, tu vois, dans ta position, ou si j'avais choisi la voie de, plutôt que d'écrire moi-même, de faire, mettons, prof de français et d'enseigner la littérature, je pense que moi, j'en aurais souffert, tu vois, de décortiquer les textes des autres et me dire ça aurait dû être moi, en fait, tu vois. En fait, au début un peu, ça me manquait au début. Mais de toute façon, j'avais tellement pas le temps parce que la conception des cours, ça prend énormément de temps, etc. J'avais pas tellement le temps d'y penser. Et je faisais des tests, en fait, je testais mes cours sur voir si ce que j'imaginais était possible, etc. Donc il y avait un peu de création. Et puis la création, même s'elle n'était pas concrète, enfin visuelle, il y a toute la création des cours qui demande énormément de créativité, d'imagination, d'adaptation. Donc j'étais stimulée, malgré tout. Et après, par contre, ouais, au bout de 4-5 ans, là, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon métier. Et je me suis rendu compte que faire que enseigner les arts plastiques, eh ben, c'était pas du tout stimulant. Parce que ça commençait à être un peu plus facile dans la création des cours. C'est tombé aussi au moment du Covid, de d'autres soucis personnels. Et c'est là que j'ai recommencé à dessiner et à me dire que j'en avais besoin. À me rendre compte que j'en avais vraiment besoin. Et que plus, en fait, moins je me plaisais dans mon métier, plus la frustration de ne pas pouvoir produire de moi-même était présente. Ouais. Je rejoins ça avec la dernière année que j'ai passée en tant que salarié, où en fait on ne me donnait pas de travail. Et du coup, le seul truc que j'ai trouvé pour pas devenir complètement zinzin, c'était d'écrire au travail. Parce que de toute façon, il fallait que j'ai l'air de faire quelque chose. Euh, et ça m'a sauvée, je pense, mentalement, puisque en fait, c'est là que on voit le point commun où en fait, peu importe que ce soit l'écriture ou le dessin, ce qui manque, c'est l'aspect créatif, en fait. Oui. C'est quand on n'y a pas accès. La conception. Ouais. Et d'ailleurs, bon, ça sera le sujet d'un autre, peut-être d'un autre épisode, mais je sais que moi, les moments dans ma vie où j'ai pas écrit, c'était que ça n'allait pas. Puisque, en fait, c'était l'expression d'un vide, en fait, intérieur, où il y avait plus aucune émotion, plus rien à sortir. Mais d'un autre côté, voilà, le fait de pas pouvoir sortir quelque chose quand il y a quelque chose à sortir, c'est douloureux. D'où le côté vocation où en fait c'est pas quelque chose qu'on
pas tellement un choix, en fait, de métier, que essayer de pas être malheureux, en fait, et de faire ce truc-là, parce que sinon, si on le fait pas, ça va pas. Ouais. Et la dernière fois, tu disais que les artistes sont égocentriques, et là, on revient un petit peu à ça, où en fait, c'est pas comme certaines personnes, voilà, qui vont faire de la médecine pour aider les autres. Nous, on fait de l'art si ça plaît aux autres et si ça les touche, tant mieux, mais c'est aussi parce que si on le fait pas, on se sent pas bien, en fait. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de... Tu dis que les médecins, ils le font pour les autres et tout. Il y a quand même... On parle beaucoup de catharsis au théâtre, et je pense que dans n'importe quel art, c'est présent aussi. C'est-à-dire que si nous, on exprime quelque chose, ça va forcément toucher d'autres personnes qui vont avoir la même sensibilité à tel ou tel sujet. Et donc, on est quand même utile, hein. Sinon on n'existerait pas, de toute façon. Mais voilà. Mais est-ce qu'on le fait pour être utile ou est-ce qu'on le fait d'abord pour... C'est ça la question. Parce que... Je pense que pour tout métier, en fait, on peut se poser la question. Oui, c'est vrai. Mais la vocation, effectivement, elle est présente dans beaucoup de les métiers où on se donne entièrement. L'enseignement, la médecine, etc. Ouais. Et l'artiste, il se donne entièrement. J'ai une copine artiste qui, une fois, m'a dit, mais moi, mes œuvres, je leur mets un prix très haut parce que j'offre un morceau de mon âme. Je me sépare d'un morceau de mon âme. Oui, en fait, ça me fait penser le côté vocation. Donc, si on reprend l'aspect appel et un peu mystique et religieux, c'est que donc c'est quelque chose qu'on contrôle pas, qu'on choisit pas et qui peut être désagréable des fois, qui peut être douloureux justement. Oui. Parce que ça crée de la souffrance quand on peut pas le faire. Ça peut aussi être douloureux de le faire, parce que c'est là où je mets le mot, le sens de la vocation, c'est que tu vois, il y a des gens qui se disent toute leur vie j'aimerais bien écrire un livre un jour. Et puis bon, ils le feront jamais parce qu'en fait, ce qui les fait fantasmer, c'est l'image qu'ils ont de l'écrivain qui s'installe à sa machine à écrire et qui rend son manuscrit à l'éditeur, et voilà, et ils ont ce fantasme-là. C'est peut-être un besoin de calme derrière, ou de prendre du temps pour quelque chose. Oui, ou peut-être juste parce que, tu vois, il y a une image un peu glamour aussi de certaines choses. Mais quelqu'un qui a la vocation, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir dormir parce qu'il a ce truc dans la tête, et qui du coup, il va rater des heures de sommeil, écrire ou peindre jusqu'à en avoir mal au poignet, enfin voilà, se faire une tendinite. C'est un peu comme les addicts au sport, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est au-delà de la raison, en fait, où c'est un peu ce truc-là qui te hante, et moi je dis souvent que si j'écris pas les livres, c'est comme si j'ai des gens qui vivent dans ma tête, et en fait il faut que j'écrive le livre pour qu'ils déménagent, pour qu'ils sortent. Et tant que je l'ai pas fini d'écrire le livre, ils habitent encore dans ma tête et je peux rien faire, je peux pas être tranquille. Je vois bien. Moi je le verrais plutôt comme si je dessine pas. Alors pareil, il y a un peu l'idée de devenir folle, mais parce qu'il y a trop de trucs que je garde et qui ont besoin de sortir. C'est pas des personnages, c'est plutôt des situations à gérer, mais voilà, il y a besoin, en tout cas, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit prendre forme. Et du coup, c'est d'autant plus bizarre d'arriver à faire de ce truc-là qui est très embrouillé, et puis qui est très très relié à l'émotion, et quelque chose de vraiment pas à l'opposé de rationnel, et d'arriver à transformer ça en métier qu'on rationalise, ou on monétise, voilà, il faut faire des comptes, il faut faire de la promotion, etc. Du coup, c'est ce pont-là, comment est-ce qu'on le construit, en fait. Donc toi, t'as pu le faire en partie parce qu'il existait un métier qui se rapprochait très vaguement de ce que tu aimais faire. Oui, la création, du lien avec les autres. Ouais. Oui. Moi, ça a été très... Alors, je reviens au terme chaotique parce que je pense que de toute façon, il y avait ce fil rouge qui m'aurait amené à ça d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai vraiment sauté d'une chose à l'autre jusqu'à y arriver, quoi. Et en fait, ça a été aussi les difficultés liées au travail, et même l'opportunité en fait d'être sans emploi, qui t'a permis de prendre ce temps-là. Oui. Je dis l'opportunité, ça l'est vraiment pas pour tout le monde, et j'espère que je choque personne en disant ça. Non, mais dans mon cas, voilà, c'est ça. Pour toi, ça a été une opportunité, en fait. Oui, et puis dans tous les cas, c'était
un demi-choix, on va dire. Enfin, j'aurais pu retrouver du travail à temps plein. J'ai choisi de ne pas le faire, entre autres pour ma santé, parce que je savais que ça ne ferait qu'empirer mon état. Mais ça aussi, c'est un autre point où, en fait, euh, on, on- on rejoint le côté un peu mystique, en fait, de la vocation, parce que le fait de tomber malade, donc de développer une maladie chronique, je suis très profondément persuadée que c'est une des choses qui a permis que je lance mon activité artistique. Parce qu'en fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais continué mon master, j'aurais travaillé dans l'édition, et je me serais retrouvée dans la position que je donnais tout à l'heure, où en fait j'aurais travaillé pour les livres des autres, en étant probablement malheureuse de pas pouvoir faire les miens. Ou alors j'aurais continué dans le domaine du social, et j'aurais jamais eu ce coup de pied aux fesses, en fait, de me dire, mais un peu d'être au pied du mur et de dire, là, y a rien d'autre que je peux faire, en fait, là. Et puis aussi, avec, en fait, l'énergie restante, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon énergie restante, et du coup, devoir aller au truc le plus prioritaire, et donc d'élaguer énormément, et de... Alors après, très clairement, j'ai quand même eu la chance d'avoir des droits chômage. Enfin voilà, j'ai pas dans... quand je dis au pied du mur, c'est pas vrai. Enfin, si j'avais été vraiment au pied du mur financièrement, j'aurais été obligée d'avoir un travail alimentaire et de pas faire ça. Mais le système français fait que voilà, j'avais 1 an et quelques de chômage devant moi qui m'ont permis de développer cette activité-là petit à petit. Et parce que de toute façon, ça génère pas assez d'argent pour vivre dès le début. Et c'est au final, en faisant un petit truc artistique ici, un petit truc là-bas, d'arriver à créer suffisamment de réseaux pour qu'un jour, une personne pense à nous pour une plus grosse opportunité, et que là, on dégage un revenu assez important, quoi. Enfin, assez important. Assez important pour vivre. Pas assez important dans le sens, waouh, on est riche. Ouais. C'est pas vrai. Oui, ça l'est. Et c'est vrai que j'en suis rendu compte là aujourd'hui, en passant la journée ensemble. Moi, mon métier d'enseignante me prend énormément de temps. J'ai baissé ma quantité d'heures. Et en fait, bon, je suis quelqu'un de très curieux, qui aime vraiment tester plein de nouvelles choses, etc. Ce qui fait que je dis toujours oui à tout ce qu'on me propose. Bon. c'est chouette parce que c'est stimulant, et en même temps, voilà, la question se pose de oui, mais quand est-ce que je pratique, quelle place je laisse au métier d'artiste. Et cette idée du deuxième métier, l'autre métier, elle est vraiment difficile à résoudre. Voilà, quelle est la place en fait de mon deuxième métier? Oui, parce qu'en fait, tu as une charge de travail incompressible avec le travail d'enseignante. Et qui est pas toujours la même selon les périodes. Ouais. Et du coup, bah forcément, le travail d'artiste prend la place qui reste. Mais en même temps, d'un point de vue extérieur, vu que c'est pas une charge de travail fixe que tu as, t'as pas des horaires, t'as pas des choses à rendre, c'est aussi un peu plus dur de justifier aux autres, tu vois, de dire bah non, je peux pas faire ça aujourd'hui parce que je voudrais écrire ou je voudrais dessiner. Oui. C'est plus dur de faire comprendre aussi aux gens que bah, si, ça reste une activité qui a de la valeur. Oui, que c'est un métier et pas seulement un loisir. Oui, en fait, c'est que l'aspect transaction se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour produire là tout de suite, on produit pour peut-être vendre après. Oui. Mais en fait, il n'y a que dans ce sens-là que ça marche. Oui. À moins d'être un écrivain ou très connu, ou d'avoir une commande, d'avoir une avance, voilà. Et c'est une part infime des artistes qui travaillent comme dans ça. ce sens-là, oui. Et c'est vrai que du coup, pour l'entourage, c'est un peu plus difficile d'admettre que oui, ben là, il ou elle écrit ou dessine, il faut le laisser tranquille. Et puis en plus, il y a aussi, je pense qu'on va y venir là, mais quand les personnes, notamment des proches, pas forcément proches, mais plutôt je dirais des collègues de travail, tout ça, disent ah oui tiens, t'es artiste aussi, mais alors tu fais quoi? Et quand on montre et que c'est pas dans leur représentation de ce que fait un artiste, c'est-à-dire je dirais quelque chose de très réaliste, voilà, de très lissé, et ben en fait on voit que ça pose question. Et ah oui, et t'arrives à en vivre. Il y a ce doute là de voilà. Et si ça correspond pas à leur représentation, ça les met vraiment
Mais est-ce que c'est Ça parce leur que pose ça... vraiment question. Et donc, c'est intéressant de poser question, pas juste justement, c'est comme ça qu'on construit sa réflexion, qu'on se décentre aussi de nos positions, etc. Mais voilà, j'ai du mal à parler de mon métier Hmm. d'artiste. Mais tu vois, là, je me demande parce que est-ce que ça les interroge sur la représentation qu'ils ont du métier d'artiste ou sur la représentation qu'ils ont de toi? Oh, je pense que c'est un peu les deux. Parce que quand tu enseignes l'art, t'enseignes des choses, t'enseignes un programme. Oui, oui, Et tu, en assez, fait, oui, et assez puis, enfin, c'est canonique. pareil pour moi avec ce que j'écris pour lequel enfin, ce qu'on me paye pour écrire et ce que moi j'écris pour moi et que j'essaye de vendre après. La différence, c'est que ce qu'on me paye pour écrire, c'est une commande. Mm. Toi, pareil, on pourrait dire que voilà, ce que tu enseignes, c'est une commande du ministère De de l'éducation nationale. l'Éducation. Ouais. Donc en fait, ça représente pas ta personnalité. Alors que ce que tu produis en tant qu'artiste, ça donne un regard beaucoup plus profond dans qui tu es comme personne, et donc ça peut surprendre les gens aussi. Il y a quelque chose de l'intime. Ouais. Oui. C'est vrai que quand on montre ses œuvres, C'est dur, on hein. montre une part de soi. Ah oui, 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 c'est très dur en fait. Et encore pire quand justement ah tiens, tu fais ça toi. Tiens, ça me fait penser que nanana, on te reconnaît bien là-dedans. Ah bon? Mais pourquoi? C'est ça. Et Ouais. donc oui, là, justement, je parlais de représentation réaliste. Et la question du don, elle est là aussi. Si quelqu'un qui se revendique artiste, les autres, en voyant ce qu'il produit ou ce qu'elle produit, se disent ah oui, il a vraiment un don ou elle a vraiment un don, ça valide le statut d'artiste. Et donc le fait de montrer sa pratique quand on a un autre métier que celui d'artiste, c'est aussi se confronter à un public plus ou moins choisi et que si c'est validé, ça conforte aussi, je trouve. Enfin, moi, ça me rassure quand les autres me disent ah ouais, c'est super chouette ce que tu fais, etc. Même si, bien sûr, c'est une convention sociale, etc. Mais ça fait du bien de l'entendre. Ouais, mais c'est ça, en fait, il y a une posture un peu particulière par rapport au métier d'artiste. Donc, par exemple, ou demander ah, mais est-ce que tu arrives à en vivre? Ou alors de la question de combien tu gagnes, combien d'exemplaires de tes livres t'as vendu. Et je viens de me dire là, mais en fait, par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui travaille, je sais pas, qui fait de l'aide à domicile ou qui travaille à mi-temps, est-ce que ça serait poli de lui demander ah, mais ça va, t'arrives à en vivre et tu gagnes combien? Alors que c'est des métiers aussi précaires, les gens peuvent peut-être des fois galérer plus que certains artistes. Et en fait, on penserait pas à poser ces questions-là. Mais parce que je pense que artiste est un métier précaire de base. Enfin, on l'imagine comme ça. Pareil, héritage de l'artiste avec la vie de bohème, etc. On posera pas cette question-là à quelqu'un justement, qui peut être aide à domicile, parce que c'est un travail quotidien. Et oui, puis c'est du salariat, donc c'est ça ça, rentre voilà. plus dans les normes. On va pas reconnaître que c'est un métier qui demande énormément d'engagement, énormément de temps, énormément d'énergie, pour finalement un salaire qui le reflète pas. Oui, puis en fait, en plus, on peut avoir des meilleures conditions de travail en étant artiste. Oui. Bien sûr, enfin, c'est du cas par cas, justement, mais c'est pas parce que quelqu'un travaille comme artiste qu'il a des mauvaises conditions de travail ou des mauvais revenus. Ça peut être le cas, mais c'est pas obligé. Alors que, pour le coup, dans certains métiers, on est plutôt à 90% sûr que cette personne est sous-payée et a des mauvaises conditions de travail. Mais je pense que oui, il doit y avoir quelque chose de la notion du salariat et du fait que ça reste dans ce qu'on imagine d'un travail, où comme tu dis, on y va tous les jours, on prend sa voiture, on a un contrat, etc. Alors que c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être le fait que le métier d'artiste aussi, à part le fait qu'il n'y a pas de garantie de revenus, mais ça comme tous les métiers d'indépendants en fait, il y a plus de liberté dans les horaires, le lieu de travail. Tu vois, tu peux travailler la nuit, en fait, ça dérange personne vu que tu travailles tout seul. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là un peu qui dérange aussi, de dire... ouais, c'est des gens qui... d'insaisissable. Ouais, des gens qui rentrent pas, qui veulent pas faire comme les autres. C'est ça, il y a peut-être ce côté ça aussi qui agace les gens des fois, de se dire ah, ils veulent pas faire comme les autres, ils font exprès pour faire leurs intéressants. Et puis toujours la phrase oui mais ça c'est les artistes. Oui. Alors que en fait, bon, on parlera d'inspiration une autre fois parce que c'est un gros sujet aussi, mais
on choisit pas toujours quand les Oui. quand les planètes sont alignées pour se mettre dedans. Donc si c'est la nuit, c'est la nuit, quoi. De toute façon, on ne pourra pas dormir tant que c'est pas fait. Donc, oui. Ça. Et puis en fait, ça n'a aucun impact sur le produit final et sur l'expérience de la personne qui va regarder, qui va lire. Alors, si, ça peut avoir un impact si jamais on repousse le moment. Peut-être. Oui, Enfin, mais si on ne crée pas au moment où on pourrait le faire, où on voudrait le faire, je pense que ce qui sort, ce qui est créé, n'est pas la même chose. Même si, en fait, on saura jamais parce que c'est un choix de laisser, enfin, de prendre le temps de faire ou de repousser. Mais, enfin, oui, ce que je voulais dire, c'est plus dans cette appréhension négative que les gens ont du mode de vie un peu anarchiste, on va dire, des artistes. Mais en fait, ça ne les influence pas. Enfin, ça n'a pas de... Oui, ça a pas d'impact sur ces personnes-là. Voilà, oui, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment... peut-être il y a un héritage historique aussi. Bon, on diverge un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, sur comme tu dis, la vie de bohème, mais c'est intéressant le terme, parce que justement, les bohémiens, c'est des gens qui étaient mis un peu... au banc de la société. À l'écart. Et puis même géographiquement, tu vois, c'est des gens qui restaient à l'écart de la ville, qu'on allait voir en dehors de la ville, après tu retournes à ta vie normale. Et qui sont très, très, très mobiles aussi, et qu'on va voir aussi pour des choses pas très claires, un peu en dehors des sentiers battus. Par exemple, je pense notamment à la liseuse de Bonaventure, ou même le cirque, tout bêtement, c'est les choses, on va voir les choses choquantes en dehors de chez soi, et après on rentre et on reprend sa vie normale. Donc c'est intéressant que tu aies parlé que tu aies utilisé ce mot-là, parce que il y a peut-être tout cet héritage historique de la vision des artistes entre ça et après, voilà, ceux qu'on étudie à l'école qui ont eu des vies un peu compliquées. Mais en même temps, c'est vrai qu'on va pas étudier la vie de, je sais pas, Marc Lévy sans vouloir lui taper dessus, mais parce que je pense pas qu'il doit avoir une vie aussi mouvementée que celle de Rimbaud, tu vois. Bah peut-être, enfin, en fait on sait pas, mais... On sait pas. Bon, a priori, il est pas vendeur d'armes, Marc Lévy, donc ça reste un peu plus rangé, mais c'est vrai que du coup ça... En fait, c'est très paradoxal, parce que d'un côté, ça peut agacer le grand public, cette vie hors des sentiers battus, puis hors des normes, et d'un autre côté, quelqu'un qui serait artiste bien rangé et qui travaillerait de 7h à... Enfin voilà, ça n'intéresserait personne, on ferait pas de films dessus et on n'aurait pas envie de les étudier. Mais c'est ça qui est intéressant dans la posture d'artiste, d'incarner le métier d'artiste, c'est que on est des empêcheurs de tourner en rond, on est des agitateurs et agitatrices dans le sens où on est là et on correspond pas forcément aux codes, aux stéréotypes, aux représentations que chacun a. Et oui, on est là pour taper dans les codes, bouleverser les habitudes, donner des points de vue différents, et ça transparaît par tous les pores de notre vie. Et donc, la vocation, elle est là parce qu'on incarne la posture et le métier et sa pratique. Mais justement, tu dis on est là pour ça, mais enfin on le fait pas exprès. Moi quand j'écris pas pour me dire je vais perturber des gens avec ça. C'est plus que juste en fait tu laisses passer des choses que peut-être les gens bloquent normalement et donc qui peuvent être potentiellement plus perturbantes ou plus dérangées parce que pour produire quelque chose d'artistique, il faut arriver à lâcher prise de certains codes, tu vois. Mais c'est aussi douloureux d'être en dehors dehors des codes et des normes. Oui, alors en fait, il y avait aussi cette idée que parfois je me rends pas compte que là je suis à côté de la plaque des autres. En fait, c'est ce que les autres renvoient qui me fait prendre conscience que ah oui tiens, effectivement, là je suis pas alignée avec ces personnes. Oui, c'est pour ça que je dis c'est pas quelque chose qu'on fait exprès. Non, mais en fait, c'est le retour des autres qui nous en fait prendre conscience. Et en fait, ça me va, je crois. Oui, je disais ça surtout pour casser un peu cette image que je disais de des gens d'artistes qui voudraient juste faire leurs intéressants. Oui. Très certainement qu'il y a des gens qui font des trucs... des choix volontaires. Je pensais à Maurizio Cattelan avec sa banane accrochée au mur. Ouais, voilà. Là, enfin, peut-être surtout dans l'art contemporain. Oui, et puis bon, il y en a qui peuvent fait exprès pour avoir une certaine réaction. Puis il y en a qui peuvent se le permettre parce que ils sont côté très 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 haut dans le marché de l'art.
C'est ça. Mais oui, c'est pas qu'on se réveille le matin et puis qu'on se dit tiens, si j'allais casser les codes de tel truc aujourd'hui. Et surtout qu'en plus, voilà, ça peut. Comme les gens renvoient des fois parfois une image un peu négative, ou en tout cas nous font sentir qu'on n'est pas dans les normes, qu'on n'est pas. Tu vois, c'est le truc de dire ah ouais, mais t'es pas comme moi. Et du coup, bah, tu le ressens, mais ça peut être. Oui. Ça peut être forcément agréable quoi, de te reprendre cette image de quelqu'un qui rentre. La marginalisation. Voilà, qui a pas forcément sa place dans la société, ou alors juste pour consommer ce que tu produis, mais par contre, que ton mode de vie, etc. Enfin, tout ce que tu dois faire pour produire le résultat final, ça par contre, ça va pas. Oui, que ça soit remis en question. On veut bien lire tes livres, on veut bien voir tes dessins, mais par contre, comment tu les as fait, ça non. Et du coup, si tu voulais travailler la nuit ou que tu veux pas sortir parce que tu es en train de dessiner, ça va pas. On revient à la vie de bohème. Oui, en fait, on a toujours trop le prix et le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, c'est ça. On peut contenter personne. Et comme tu disais aussi, c'est si en même temps, si t'avais ta vie bien rangée, ben en fait, ça questionnerait aussi. En fait, il y a vraiment des stéréotypes de vie d'artiste et c'est intéressant de se rendre compte des limites que chacun et chacune on se met, d'en avoir conscience en fait, et puis après savoir si on veut les franchir, si on veut les garder, si c'est intéressant de jouer avec. Enfin, voilà, en tant qu'artiste, d'avoir conscience de ce qu'on bouscule juste en étant soi-même, ou alors dans quelle représentation d'artiste on est nous-mêmes. C'est intéressant et je pense que ça permet aussi de faire bouger les lignes. Voilà. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. J'ai compris, mais on est dans le même état de fatigue, donc ça joue peut-être. Et je voulais te poser la question, du coup, vu que on tourne beaucoup autour de ce sujet-là, du fait que la vocation, donc c'est quelque chose qu'on choisit pas, qui nous pousse dans certaines directions, que ça soit agréable ou non. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, depuis que t'as lancé ton activité artistique, de vouloir arrêter ? Oui, ça m'est arrivé, mais plus dans l'idée de mettre pause, de mettre sur pause, mais parce que j'ai encore beaucoup de mal à mettre cette pratique au premier plan. Par exemple, là, je vais être amenée à déménager très prochainement. Et ben, le truc que je sacrifie en premier, c'est ma pratique artistique. Et en fait, quand je me vois en train d'envisager ça, je me dis non mais ça va pas à la tête, c'est pas ça que tu dois mettre de côté. Il y a d'autres choses à mettre de côté avant ça. Et c'est un vrai travail mental de réfléchir comme ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'horaire fixe, oui. Il y a pas de, t'as pas de choses à rendre. Il y a aussi l'idée de se sentir légitimement artiste. Parce que oui, j'ai mon numéro SIRET, je déclare à l'URSSAF, bref, tout ça. Mais légitimement, j'ai encore du mal à me sentir artiste, à me dire artiste, à tel point qu'il y a des fois, j'oublie d'en parler. Alors que ce serait genre vraiment hyper intéressant là d'en parler à ce moment-là, en fait. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment vu le changement entre quand c'était juste mes livres et du moment où j'ai pris le contrat d'écrivain fantôme, puisque là justement j'ai des objectifs chiffrés et dès que je le rends on me paye. Donc c'est beaucoup plus facile à justifier vers l'extérieur de dire ben non je peux pas parce que je dois travailler et parce que si je le fais pas je suis pas payée. Il y a une certitude là en fait de je dois produire tant pour être payé tant. Parce qu'elle se rapproche un peu plus de l'image qu'on a du travail. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je me sens effectivement plus légitime, alors que bon, j'écrivais autant avant, je gagnais pas autant par contre, c'est sûr. Enfin, la nécessité de créer pour sa santé mentale ou physique, ou enfin son équilibre en tout cas, si ça pouvait justifier tout, ce serait tellement bien. Mais ce qui justifie effectivement, c'est l'argent. Et c'est pour ça que je pense inconsciemment dans ma tête, c'est ça que je vais laisser de côté en premier, parce que ça me rapporte rien. Mais en même temps, je fais pas non, enfin ça me rapporte rien, ça me rapporte très peu, financièrement parlant. Alors qu'en fait, je m'étais même posé la question, est-ce que je reprends le travail à temps plein ? Et en y réfléchissant, je me suis dit mais non, si je reprends le travail à temps plein, je perds cet équilibre-là. Et donc je commence à apprendre, à comprendre et à accepter que même si j'expose peu, même si
il y a plein de choses que je fais pas. En fait, je fais que ce qui me plaît dans le métier d'artiste. Tous les autres trucs, je les bazarde. Enfin voilà. Il y a plein de projets que j'ai pas aboutis juste parce que il me manque toute la partie administrative et j'ai pas envie de la faire. Et donc, j'ai vraiment cette chance-là d'avoir un métier stable qui me rapporte assez pour vivre, pour répondre à mes besoins, que du coup, j'ai pas tout ce stress-là et c'est vraiment une chance. Donc, voilà. Si j'avais que ce côté financier, je pense que je choisirais un autre métier. Oui. Voilà. Et justement, là, tu as touché un petit peu, mais est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de professionnaliser ta pratique artistique? Donc, du moment où tu te dis, je crée mon entreprise et je vais vendre ce que je produis. Comment est-ce que ça change ta relation au dessin? Oui, parce qu'à un moment, je dessinais pour dessiner. Vraiment. Et d'ailleurs, il y a plein de dessins. C'est une période où je produisais énormément. Et il y a plein de dessins que je sais pas quoi en faire maintenant. Parce qu'ils correspondent plus trop à ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, donc c'était vraiment produire, euh, pour faire quoi, je sais pas exactement. Mais voilà. Et là, aujourd'hui, oui, mais non, même pas. C'était vraiment pour justifier le fait que je sois artiste. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Et c'était à quelle période ça, du coup? Du coup, ça va faire 3 ans que j'ai déclaré mon statut sur pas la première année, mais plutôt fin de première année, okay. Deuxième année. Donc ça, c'est quand t'avais déjà commencé à oui, créer. c'est ça. Okay, ouais. Et en fait, assez récemment, j'ai commencé à faire des projets qui vraiment me plaisent, pas dessiner pour dessiner. Du coup, la pratique artistique, finalement, elle est très peu présente. Mais j'arrive mieux à me lancer dans des projets à long terme où je veux que ça aboutisse. Et je suis pas là juste créer pour créer parce que je suis artiste, il faut que je crée. Non. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, oui, voilà, en fait, t'avais un peu recréé les mêmes obligations que dans le monde du travail, c'est ça. Alors que t'en avais pas... Enfin... Et c'est pas comme ça que je marche. Oui, oui puis justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu produis de l'art, c'est parce que t'as une idée qui veut pas te lâcher. Bah, si tu forces une idée, t'es plus vraiment dans la même chose. C'est ça. Et du coup, tous mes dessins se ressemblent. Enfin, tous les dessins de cette période-là se ressemblent. Je pense que je tournais pas mal en rond. Et oui. Et d'ailleurs, il y a une période où juste après ça, où j'ai lâché. J'avais le syndrome de la page blanche. Et ça a été super dur. Mais c'est normal parce que j'avais rien pour stimuler. Et il y avait l'obligation. Et dès qu'il y a une obligation sur cette pratique artistique, il n'y a plus personne. Et justement, c'était un peu ma question en fait sur quand tu professionnalises une activité artistique, bon, effectivement, là, dans ton cas, il n'y a pas forcément autant de pression d'en gagner de l'argent. Mais beaucoup de gens se disent ça, tu vois, je peux en profiter parce que c'est un loisir. Si c'était un travail, je perdrais le plaisir qu'il y a dedans. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Je sais pas répondre à la question, vraiment. Je pense que je choisis ce que je veux faire. Donc, le jour où je serai prête à passer le cap et à vraiment aller démarcher, etc., ce sera un plaisir. Juste, et je sais que je vais le passer, ou peut-être même je l'ai déjà passé pour certaines choses. Mais je sais que dans ce métier-là, je ne me force pas. En fait, par contre, ça répond à des besoins. Là, je veux que ce truc-là, il aboutisse. Et du coup, j'ai ça à faire. Et là, je me pose même plus la question de est-ce que ça me fait peur? Non, juste je veux que ça aboutisse, donc je le fais. Et toi, du coup, d'être écrivaine fantôme, est-ce que c'est difficile pour ta créativité? Est-ce que c'est... Enfin, comment tu l'envisages? Parce que c'est pas tes personnages. Enfin, voilà, comment tu fais? En fait, tu vois, là, en t'écoutant parler, je me suis dit, la vocation, elle s'applique pas juste au choix de carrière, elle s'applique à chaque production que tu fais, en fait. Je sais pas comment c'est pour toi dans le dessin, mais moi, chaque histoire et chaque personnage, c'est un nouveau processus où chaque début d'histoire qui naît dans ma tête, ça va me garder éveillée. Je vais de temps en temps devoir tout de suite là noter les quelques phrases que j'ai dans la tête. Et en fait, ce truc-là d'appel, il est présent à chaque nouveau projet. J'ai pas ça pour l'écrivain fantôme, puisque c'est pas mes histoires et c'est pas mes personnages. Donc là, pour le coup, c'est vraiment
un travail, l'aspect plaisir, il est peu présent. Ce qui est chouette, c'est que j'utilise une compétence que j'ai affinée pendant 15 ans, que je maîtrise bien, pour faire quelque chose où je suis payée. Euh, donc on va dire que je suis en train de faire quelque chose que je sais faire, je paye pour ça. Je dois pas apprendre un nouveau travail et je dois pas forcer quelque chose qui est difficile pour moi. Dans le sens où je maîtrise En fait, t'es un l'activité. peu en mode automatique. Ou, ouais, on peut dire ça. D'autant plus qu'en fait, je simplifie un peu comment j'écris. Enfin, je cherche pas, tu vois, à faire quelque chose de particulièrement joli ou littéraire, puisque c'est pas ça qui est attendu. Alors que c'est plutôt ça que j'aime faire, moi, normalement. Donc en fait, je me mets en mode pilote automatique, mais en plus en mode écris comme on t'écrivait il y a 10 ans. L'aspect créatif, il est un peu présent, pas autant que quand c'est mes propres histoires. Là où ma propre créativité en souffre, c'est que ça me demande une certaine énergie, ou un temps aussi, que j'ai plus forcément prêt pour écrire mes propres histoires à moi, ou même juste pour me laisser l'espace mental qu'elles viennent. On parlera un peu de comment l'inspiration marche, si on peut espérer comprendre comment ça marche dans un épisode futur, mais il faut du temps, et il faut du temps libre, et du temps libre où on pense pas à quelque chose de... Oui, pour avoir des idées. Oui, Il faut voilà, un c'est espace ça. mental disponible. Voilà. Bon, alors là, en plus, je suis en plein déménagement vers un autre pays. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc j'ai rien comme espace mental disponible une fois que j'ai fait tout ça. J'ai des histoires que je veux écrire plus tard, mais j'ai pas la place de les laisser se développer un petit peu et de laisser... C'est très compliqué à expliquer comment ça marche l'inspiration. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, tu donnes énormément pour ce métier d'écrivain fantôme et donc ton métier d'écrivaine signée de ton nom et tout ça. Ouais. Et là, ça c'est un peu mis de côté en ce moment. Alors, je veux pas mentir et dire que je donne énormément. Parce que tout à l'heure, tu disais, voilà, on donne un peu de notre âme quand on crée. Bon, là, c'est pas le cas, hein. C'est pas mon âme que je mets dedans. C'est Non, c'est un peu ton énergie, de voilà. ton temps. Mais par contre, et alors aussi, il faut dire que le premier livre que j'ai écrit pour cette personne, ça m'a demandé plus de temps et d'énergie que le deuxième, qui m'a demandé plus de temps et d'énergie que le troisième, parce que maintenant, ça y est, je sais ce qu'elle veut, je sais comment elle veut que les personnages parlent, etc. Donc là, en ce moment, je tourne à 1 heure et demie par jour. C'est pas beaucoup pour un travail, enfin, c'est très peu. Mais ce qui complique un peu les choses, c'est les problèmes de santé que j'ai, où en fait, pour quelqu'un qui est en bonne santé, 1 heure et demie par jour, ça lui laisserait énormément de temps. Pour moi, après comme tant d'activités que j'ai, enfin qui me restent sur ma journée, il va me rester peut-être 3-4 heures où je peux être active. 3-4 heures, quand on est en plein déménagement, c'est tout. Voilà, j'ai plus rien. Il faut compter, parce que dans ces 3-4 heures, je compte m'habiller, manger, faire la cuisine, tout ça. Donc très vite, je suis à court d'énergie. C'est là en fait où ça me bloque un peu pour écrire ce que je veux. Donc mon espoir, c'est que au fur et à mesure que je maîtrise de mieux en mieux cette écriture pour quelqu'un d'autre, que ça me prenne le moins de temps possible, et que une fois que je serai installée dans le nouveau pays, le nouveau logement, et que j'aurai mon rythme, je pourrai, voilà, tu vas par exemple faire 1 heure le matin de ce travail-là, et 1 heure l'après-midi pour moi. Mais il y a aussi ce flou un peu, en fait, où ça me faisait peur au début, mais alors maintenant, c'est pareil, que j'ai identifié le style que cette personne veut, ça va mieux, mais j'avais très peur, tu vois, d'écrire pour moi, juste enfin, dans la même journée, et de mélanger, en fait. Parce que c'est très différent de ce que j'écris moi. Mais d'avoir peut-être l'envie de développer plus un personnage, toi, de l'imaginer une autre vie. Alors non, parce que c'est vraiment pas des personnages qui m'intéressent à ce point-là. Ils sont trop polissés, trop dans les normes pour le coup, pour m'intéresser. Non, par contre, j'avais peur, tu vois, de perdre en style pour moi ce que je veux, c'est-à-dire que ce style que je simplifie, ça soit celui-là que j'applique pour mes propres histoires, c'est pas ce que je veux faire, ou que à l'inverse, si je me remets vraiment dans mes histoires avec mon style qui est un peu plus alors je veux pas dire travailler parce que c'est pas quelque chose que je fais artificiellement, c'est juste que quand je me mets moi dans l'écriture, comme j'écris beaucoup avec c'est très basé sur du ressenti et de l'émotion,
Donc je vais facilement dans ces choses-là. Ça mène une écriture qui est un petit peu plus en fleur de peau, enfin quelque chose qui est très dans le ressenti physique en fait. Et du coup, par contre, de transporter ça ensuite dans l'écriture de substitution, où c'est pas ce qu'on me demande de faire non plus. Oui. Et donc là, en fait, mentalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'es obligé de te mettre une barrière pour répondre à ces codes à elle. D'accord, ok. Et donc oui, là, la question de la pratique artistique, elle est très... c'est ténu. Oui. Ma liberté de création dans ce cadre-là, elle est faible puisque j'ai un cahier des charges. Oui. Alors, la question qu'il faudrait se poser, bon, c'est là, on parle vraiment spécifiquement du travail d'écrivain fantôme, mais pourquoi quelqu'un embauche un écrivain fantôme s'il a déjà une idée d'histoire, tu vois? C'est qu'il n'a pas envie de se pencher sur apprendre à écrire l'histoire d'une manière qui retient l'attention du lecteur, en fait. Donc moi, c'est ça que j'apporte. Je le vois pas dans le sens... là, j'apporte pas ma créativité, j'apporte ma compétence vraiment très technique. Oui. Tu vois. Comme si toi, on te demande de peindre une fresque, on te dit vraiment exactement quoi faire. Ben, pourquoi on t'embauche? Ben, c'est parce que toi, tu sais peindre, même si on te laisse pas la marge sur quoi peindre. Je pense que je serais pas capable de le faire. Ah ouais? Ah oui, je pense que s'il y a trop de directives, je serais pas capable. Déjà, dans mon métier d'enseignante, quand j'arrivais, parce que là, je suis dans 2 établissements depuis un certain temps, donc ça va, mais les premières années, et même ça m'arrive encore, quand on me dit, bah tiens, il y a ça comme projet, on va le faire, et waouh, alors déjà, tu m'imposes un projet, ok, je veux bien, sur le principe, ça m'intéresse toujours. Mais là, tu m'imposes un projet, déjà, ça me crispe. Je me dis, il va falloir que je réponde à des attentes. Et après, il y a le thème du projet, le déroulement et tout ça, incapable de me l'approprier. D'accord. Et donc, je pense que si on me demandait de faire par exemple, justement, une fresque avec ça et ça, tout, en fait, que la personne ait déjà tout imaginé, qu'il faut que ça corresponde à ce qu'elle a imaginé, je serais pas capable. Je pense que ça serait trop de pression. Et justement, aucune créativité de ma part. Je devrais juste être capable d'avoir ce qu'elle a en tête, me le mettre dans la tête et le faire. Et je vois pas l'intérêt. Oui. Non, je comprends. Bah après, c'est vrai que moi là, j'en retire pas une satisfaction sur le plan artistique, hein, parce que ce que j'écris, c'est pas du tout quelque chose dont je pourrais dire que je suis fière, tu vois, parce que c'est, enfin, de mon point de vue, c'est basique. Par contre, il y a d'une certaine manière la satisfaction de me dire j'ai suffisamment travaillé par moi-même pour développer mon écriture pour être capable de produire ça. C'est pas une reconnaissance artistique, c'est une reconnaissance professionnelle en fait. Oui, puis il y a l'aspect technique. Oui, c'est ça. Voilà, parce que quand on parle d'art, on parle beaucoup de... Oui. Là, on parlait du don. Voilà, le don, c'est l'idée de waouh, il maîtrise tout. Oui, oui, c'est ça. C'est que là, c'est une reconnaissance indirecte du travail que j'ai fourni pendant 15 ans pour arriver à ce niveau-là et être capable de faire ça. Parce que mine de rien, c'est pas facile de fournir quelque chose basé sur le style de quelqu'un d'autre, en tout cas, ou sur un style qu'on te demande qui est pas le tien. Mais c'est marrant que tu dises que toi, tu penses pas que tu y arriverais, parce que donc ce travail-là que je fais, c'est une amie qui le faisait avant. Et donc, elle a arrêté de le faire et a cherché quelqu'un pour la remplacer. Et à chaque fois qu'elle parlait de ça avant, moi je me disais, oh là là, mais j'y arriverai pas. Je pense que je serais trop fatiguée de devoir faire quelque chose qui m'inspire pas. Et finalement, ça a été dur au début, mais je me suis habituée. Puis dans la mesure où voilà, ça me prend 1 heure par jour. Oui. C'est pas trop envahissant. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Mais oui, tu vois, moi je m'étais fait la même réflexion. Je m'étais dit, non, je pourrais pas. Ça me serait trop de travail mental de me forcer. Sauf que, en fait, c'est un peu comme. Je sais pas, j'imagine, c'est un peu comme quand t'es acteur, tu vois, où tu te dis, hop, ça y est, là je suis quelqu'un d'autre. Oui. Je fais ça pendant 1 heure, et puis après j'arrête et c'est bon. je reviens, je suis moi-même de nouveau. En fait, je pense que c'est là que. Il y a un peu la maîtrise du métier. T'es capable d'endosser plusieurs rôles dans le même métier. Ça, je le fais très bien dans mon métier de prof. Dans mon métier d'artiste, je suis encore incapable de le faire. Mais parce que justement, t'as pas eu autant de temps que moi pour le développer. Ouais. C'est-à-dire que toi, ça fait peut-être 3 ans que tu le fais.
Mais si on mettait bout à bout les heures, Ouais. moi j'ai eu Peut-être 1 6 mois. an pour faire que ça, tu vois. 6-9 mois. Tout Ouais, 2023, ouais. j'ai fait que ça. Mm. Donc forcément, c'est normal que tu aies peut-être un peu plus de mal avec ça, mais bon, Donc voilà, ça vient le avec métier le temps. d'artiste, ça s'apprend. Ah bah oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est tout l'intérêt, j'espère, de la discussion qu'on a là, Oui. c'est passer de la vocation au travail, Et passer du don au travail, enfin du don au métier, c'est le travail. C'est-à-dire que peut-être t'as une facilité de base à faire une certaine chose, mais si tu la laisses, enfin si tu t'en sers jamais, ça va jamais aboutir à quoi que ce soit. Et même si c'est pas quelque chose qui s'apprend en cours, dans une école ou quoi, voilà. en tout cas en France. Enfin si, ça peut. Oui, ça peut. Oui, ça peut, complètement. Il y a des formations de plasticiens. Oui, voilà, mais par exemple dans mon cas, l'écriture, j'ai jamais eu de cours d'écriture. Tout ce que j'ai appris, c'est soit en décortiquant l'écriture de quelqu'un d'autre, soit avec des vagues trucs sur internet aussi, des petits conseils que tu prends par-ci par-là, et puis la répétition, écrire. En fait, le meilleur conseil que j'ai toujours vu, c'est que tu veux t'améliorer, pratique. Voilà. Et c'est valable pour tout en fait, parce que à force, tu vas voir tu vas avoir une idée de ce que tu fais mal, et puis moi c'est beaucoup en me relisant aussi, où j'ai avoir un recul critique sur ta pratique. Ouais, c'est ça. Où j'ai pu voir ah bon bah là non mais ce mot là je l'utilise 3 fois par page, ça va pas du tout, enfin des choses comme ça. Mais c'est vraiment la répétition, et puis engranger voilà des heures de travail pour arriver à se dire maintenant c'est bon, je sais faire. Et encore, je suis sûre que dans 10 ans, on se dira, oh là là, mais on faisait vraiment n'importe quoi, tu vois. Mais comme dans tous les domaines, en fait. En tout cas, il y a toujours une marge de progression. Voilà. Et c'est justement, tant qu'on est en progrès, on avance et le métier se construit et. Oui, et puis là, pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est comme tous les autres métiers, parce que même métier où t'es diplômé et où t'as une reconnaissance officielle de voilà, tu sais faire. En vrai, quand tu commences à travailler, non, tu sais pas faire. C'est très rare quelqu'un qui sort de son diplôme et qui sait déjà tout bien faire. Donc tous les métiers s'apprennent en partie sur le ça. Et là, ça fait pas. Enfin, c'est l'expérience est importante dans tous les cas. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode. On a bien fait le tour. J'espère que c'était assez cohérent pour être suivi, parce qu'on a fait des boucles un peu dans tous les sens. Mais le mot du début pour tes propres études, c'était des circonvolutions. Je crois que nous étions pas loin dans cet épisode aussi. Moi, j'ai beaucoup dit chaotique aussi. Bon bah voilà, c'était à l'image du sujet. On s'était dit qu'à la fin de chaque épisode aussi, on donnerait des recommandations culturelles. Il faut savoir que Merlina rigole parce que j'ai fait la tête de celle qui... Oh là là, j'ai oublié. Voilà. Donc, petit blanc dont vous n'avez pas eu conscience. Ma recommandation pour ma part de cet épisode sur la vocation de l'artiste et comment on incarne le métier d'artiste. Je pense que je vais parler d'une artiste creusoise, en tout cas qui vit en Creuse, et pour moi elle incarne vraiment cette pratique tout azimut, et tout ce qu'elle fait, voilà, ça fait partie de sa pratique artistique, peu importe son geste. Voilà, je citerai aujourd'hui Bessabé de la Berlue, qui est une artiste plasticienne grave heureuse, comme elle dit, parce qu'elle pratique la gravure. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram, son compte Facebook. On mettra en lien. On pourra mettre en lien. Je la remercie en tout cas parce qu'elle fait partie des modèles d'artistes qui m'ont guidée jusque là. Voilà. Alors moi j'ai pas une recommandation en thème avec l'épisode. C'est tout bêtement le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Je suis toujours dans ma période fantasy. En fait, j'en ai pas lu pendant 15 ans, donc je me rattrape. C'est un énorme pavé de 1100 pages, mais qui vaut vraiment la peine. C'est très immersif. Justement, il y a le temps de développer beaucoup de personnages, beaucoup de différents endroits du monde qui est créé dans ce livre. Et si vous avez envie de dragons, mais que vous voulez changer un petit peu du Seigneur des Anneaux et des classiques, c'est vraiment, vraiment très chouette.
Si vous en avez marre un peu de l'actualité et des choses trop lourdes, récemment j'ai recommencé à regarder une série qui s'appelle Abbott Elementary, donc qui se passe dans une école primaire aux États-Unis et qui est un peu sur le mode des faux documentaires en fait. Et c'est très drôle, c'est très léger, ça donne la pêche. Merci à vous pour votre écoute. C'était Sortie du chapeau, le podcast qui vous parle de création artistique. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @sortie du chapeau, ou bien vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!